Ces visioconférences sont organisées dans le cadre de la 5e édition de la Semaine du climat. Je rappelle aussi que c'est pour nous l'occasion de lancer l'opération nationale du livre blanc de la jeunesse française pour la biodiversité, évidemment en lien avec le Congrès mondial de la nature qui est organisé en France au mois de juin 2020. Voilà, une petite information concernant le déroulé de ces visioconférences. La moitié de l'heure est consacrée donc à l'intervention du scientifique, là en l'occurrence Thierry Tatoni, que je vais présenter rapidement à la suite de ce propos liminaire. Et l'autre partie du temps, l'autre moitié de l'heure donc, sera consacrée aux questions des participants. Je vous rappelle que pour poser des questions, il vous suffit de noter dans la fenêtre de chat justement ces questions et nous allons les recevoir, les traiter et dans la deuxième partie, donc je poserai les questions à Thierry Tatoni. Voilà, donc Thierry Tatoni, professeur des universités à Aix-Marseille Université, effectue des recherches en écologie au sein de l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie marine et continentale, communément appelé l'INBE, dont il a été directeur pendant plusieurs années. Il est spécialisé dans la dynamique de la végétation et de la biodiversité en fonction des régimes de perturbation et étudie la vulnérabilité écologique en région méditerranéenne par des approches relevant de l'écologie des communautés et de l'écologie du paysage. Donc je pense qu'on va avoir besoin de cette demi-heure qui suit pour y voir plus clair justement sur ces sujets-là. Donc je donne maintenant la parole à Thierry Tatoni. Bien, merci beaucoup. Et effectivement, derrière ces mots un petit peu compliqués, je vais essayer de m'attacher à montrer à quoi ça peut servir surtout, et suivant la problématique de la gestion des paysages et des territoires pour la nature et les humains, bizarrement, alors ne vous affolez pas, je vais parler essentiellement de biologie, de biodiversité, du vivant, et on va revenir sur quelques bases qui sont nécessaires pour comprendre comment on peut faire maintenant pour gérer les paysages et les territoires en faveur d'une nature un petit peu plus épanouie et des humains surtout qui soient caractérisés par enfin du bien-être. Donc pour partir là-dessus, on est obligé de revenir sur certaines bases. Et la première image que je voulais vous montrer, ça va peut-être vous surprendre, c'est cette image-là. Voilà, pour moi, si on devait résumer la relation que peut entretenir le développement humain avec les ressources naturelles, ben c'est un rouleau compresseur. Alors, c'est pas très écologique, mais il faut, dès le départ, comprendre que la relation qui est actuelle entre l'humain et le non-humain, on appelle ça la relation entre l'homme et la nature, n'a pas grand-chose d'écologique et surtout n'a pas grand-chose de durable. Pourquoi? Parce que les sociétés humaines et leur mode de développement actuel, majoritairement, se traduit un petit peu comme une activité de rouleau compresseur. Pour l'instant, on n'a pas trouvé vraiment de mode de développement qui n'agissent pas comme ce rouleau compresseur qui écrase littéralement les ressources humaines. Et puis au-delà de l'image de rouleau compresseur, il y a aussi de manière très concrète l'aménagement du territoire. Ça se résume aussi le plus souvent à du rouleau compresseur. Du rouleau compresseur pour aplanir, pour araser, pour construire essentiellement des centres commerciaux, des habitations, et pour construire aussi les structures qui vont relier ces centres commerciaux et les habitations de par le monde, à savoir que ça peut être des autoroutes, des voies ferrées, des lignes à grande vitesse. Ça peut être aussi des aéroports pour relier aussi les grandes villes de par le monde. Et les aéroports agissent aussi comme des rouleaux compresseurs à l'endroit où c'est construit, mais aussi par rapport à la ressource naturelle, par rapport à l'empreinte carbone, et par rapport à la consommation des énergies fossiles. Donc, on part avec cette idée, on est une espèce qui est un petit peu particulière, et ça, c'est à peu près la seule espèce qui agit comme ça de tout ce qu'on connaît dans le vivant. Une espèce qui, pour l'instant, n'a pas trouvé le moyen de se comporter différemment, du moins dans sa majorité, comme un rouleau compresseur par rapport aux ressources naturelles. Bien entendu, à force de les écraser, ces ressources naturelles, elles ont du mal à s'exprimer. Je vous invite à vous relever après être passé sur un rouleau compresseur. Je comprendrai que c'est relativement difficile, même si vous aurez un petit peu grandi quelque part. Alors, je suis obligé de revenir sur quelques bases. Alors, je vais essayer de me dégager le plus possible du formalisme et de tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Mais on est obligé de partager ce qui a fait l'objet d'autres conférences, sans doute. C'est sur ce que c'est que cette fameuse biodiversité. La biodiversité, c'est l'expression du monde vivant, sous toutes ses formes. Il faut savoir que ce monde vivant, il s'exprime à 3 niveaux principaux. Et ces niveaux principaux, c'est au niveau génétique, on va y revenir, au niveau des espèces, la diversité des espèces. Le plus souvent, lorsqu'on parle de biodiversité, on dit il y a tant d'espèces, et c'est la fenêtre privilégiée pour regarder la biodiversité, mais c'est pas du tout la seule, et c'est peut-être pas la meilleure.
Et puis il y a la diversité des habitats, c'est-à-dire les environnements dans lesquels évolue ce vivant, que ce soit, qu'on appelle ça écosystème, si on a une approche un petit peu plus scientifique, que ce soit paysage, si on a une approche un petit peu plus romantique, que ce soit habitat, si on avait une approche un petit peu plus académique, et environnement en général. Mais le plus important, si j'ai repris cette organisation du vivant, ce ne sont pas vraiment ces trois niveaux. Ces trois niveaux ne sont intéressants que s'ils sont activés. Que s'ils sont activés, et l'activation de ce niveau s'appelle les interactions. Donc le maître mot de la biodiversité, ce sont les interactions. Les interactions, ça marche de la façon suivante. Il y a un vivant, n'importe quel objet vivant, quel organisme vivant, qui évolue dans un habitat, dans un écosystème. Et cet habitat, de par ses caractéristiques, que ce soit physique, chimique et même biologique, va agir sur cet organisme. Et cet organisme, son seul souci, ça va être de s'adapter à cet environnement. Et cet environnement, s'il change, il va falloir que l'organisme se débrouille pour changer. Et comment il va faire pour changer? Il va puiser dans sa diversité intrinsèque, c'est-à-dire sa diversité génétique. Donc chaque individu est différent, a un patrimoine génétique différent, quelles que soient les espèces. Et cette diversité génétique, elle est liée essentiellement aux reproductions sexuées. Ça peut vous marquer, rappelez-vous que les écologues sont des obsédés sexuels, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire on est des obsédés de la reproduction sexuée, parce que chaque fois qu'il y a reproduction sexuée, il y a brassage génétique, il y a recombinaison, et le descendant a des éléments génétiques de ses parents, mais toujours différents. Et chaque fois qu'il va y avoir un brassage génétique, il va y avoir diversification génétique, et l'évolution et l'adaptation va appuyer cette diversité génétique pour faire en sorte, pour retenir que ceux qui se maintiennent, qui sont les mieux adaptés à un nouvel environnement. Par exemple, si on prend l'exemple de l'espèce humaine, on n'a pas tous la même sensibilité par rapport aux virus qui traînent. Il y en a qui vont attraper un rhume systématiquement, il y en a qui vont attraper des gastro. Par rapport à la grippe, il y en a qui l'attrapent, d'autres qui l'attrapent pas. Pourquoi? Parce que génétiquement, on est différent. Il y en a qui sont plus ou moins sensibles aux éléments pathogènes qui peuvent passer. Et heureusement, sinon, quand il y a des phases d'épidémie, on y passerait tous, ça serait assez embêtant. L'évolution a toujours marché comme ça. Il y a ceux qui résistent, ceux qui ne résistent pas. Et de génération en génération, vont être sélectionnés, et finalement, on appelle ça les génotypes, c'est-à-dire les patrimoines génétiques qui sont les mieux adaptés à cet environnement qui change, parce que l'environnement change sans arrêt. Alors, le moteur, gardez bien à l'esprit, ce sont les interactions. Et pour arriver à fixer comment ça marche, c'est cette petite image qui est toute simple, mais si on comprend ça, on va comprendre à peu près tout le reste. Et vous inquiétez pas, j'arriverai au paysage et au territoire. Là, vous avez deux populations d'une même espèce. Alors, une population d'une même espèce, c'est quoi? Ce sont des individus qui appartiennent à la même espèce, donc qui sont interféconds, et dont la descendance est fertile. Et ces individus ont des relations essentiellement sexuées, c'est-à-dire ils peuvent s'interféconder. Le problème, c'est que, alors si je me mets dans l'ordre, la population que vous avez à gauche de l'écran, où il y a majoritairement des individus bleus, elle a une faible diversité génétique. Et imaginez qu'une maladie qui touche le génotype bleu, cette population risque de sacrément diminuer et risque de disparaître. Il n'y aura plus qu'un petit rouge pour maintenir. Ça veut dire qu'une population qui a une faible diversité génétique a forcément un faible pouvoir adaptatif par rapport à tous les événements qui vont venir déranger, perturber cette population. De l'autre côté, à droite, vous avez une population qui est beaucoup plus diversifiée sur le plan génétique. Ce sont toujours la même espèce, mais il y a des bleus, des rouges, des marrons, des violets, des verts. Ce qui veut dire que si la maladie des bleus, elle sévit, le bleu, il va disparaître, mais il y aura toujours les autres qui pourront maintenir la population pendant longtemps. Et la meilleure façon de maintenir des populations diversifiées, encore une fois, c'est favoriser le brassage génétique, c'est éviter de se reproduire au sein de sa même famille. Ça, tout le monde, il y a des garde-fous religieux qui nous l'empêchent, mais il faut savoir que derrière, il y a aussi des aspects biologiques. L'interfécondité, c'est pas trop, se féconder au niveau de la même famille, c'est pas très bon pour la biologie. Et au plus on va se reproduire avec des individus différents, génétiquement éloignés de nous, et au mieux ça sera pour la diversité, au plus on va conférer un fort pouvoir adaptatif. Et pour ça, c'est bien d'avoir des populations qui aient un grand nombre d'effectifs. Donc ça, gardez à l'esprit, le principal, c'est d'avoir vraiment, de maintenir des effectifs les plus importants possibles. Ça va être le seul garant de la diversité génétique et donc de l'adaptation. Ce système de pression sur le patrimoine génétique et de diversification du vivant, c'est ce qui a permis de construire tout l'arbre du vivant.
Là, vous avez une population initiale qui est séparée en deux par une grosse perturbation. Alors là, c'est une contrainte environnementale, de style séparation des continents, une grosse montagne, qui isole deux sous-populations. Mais si les effectifs sont importants, c'est pas un problème. Ces deux populations vont évoluer en deux sous-populations, et peut-être qu'à terme, ça deviendra deux espèces différentes, mais il n'y a pas de risque d'épuisement, puisqu'il y a des effectifs conséquents. Et si on se réfère dans le vivant, chaque fois qu'il y a une diversification dans l'arbre du vivant, on peut retrouver la contrainte environnementale qui a permis la séparation. Donc, séparation, ce n'est pas grave s'il y a des effectifs qui sont conséquents. Et c'est comme ça que le vivant s'est structuré. Alors là, je ne vais pas y revenir là-dessus, mais actuellement, on s'est fini, on ne parle plus de végétaux, d'animaux. Les végétaux, maintenant, on les rentre dans ce que vous voyez, les chlorobiontes. C'est cette branche qui est par ici. Alors, je vais prendre le pointeur pour le montrer, s'il veut bien. Bon, le chlorobionte, c'est par ici, c'est en bas à gauche, et tous les animaux, on appelle ça les métazoaires. Et pour montrer, maintenant, le vivant se distingue en trois branches. Il y a les prokaryotes, c'est-à-dire ceux qui ont les organismes qui n'ont pas de noyau, qui sont les bactéries et les archées. Puis de l'autre côté, on a les eucaryotes qui ont des vrais noyaux et qui offrent la possibilité de la pluricellularité avec la différenciation cellulaire qui fait que ça fait des organismes comme nous, avec des cellules qui codent pour les cheveux, pour la peau, pour les intestins, pour tout ce que vous voulez. Ça s'appelle la différenciation cellulaire. Alors, tout ce vivant-là, il s'est mis en place par le jeu des contraintes environnementales qui ont agi, mais chaque fois sur un patrimoine biologique qui était conséquent, un patrimoine génétique conséquent qui a permis la diversification. Et aujourd'hui, on a rangé à peu près 2 millions d'espèces, c'est-à-dire qu'on a décrit et rangé de manière qu'on pense assez intelligente, suivant un système de classement. Le système de classement s'appelle la systématique, et ce système de classement, on a fait en sorte qu'il nous rende compte de l'évolution, donc ça s'appelle la systématique évolutive, qui nous permet de ranger tous les vivants. Alors, on découvre tout sans arrêt de nouvelles espèces, mais ces nouvelles espèces, on arrive toujours à les ranger dans cette organisation de vivants, qu'on a pu ranger de manière évolutive, parce qu'on l'a rangé à partir des comparaisons des séquences génomiques, donc on rentre au cœur de la biodiversité. Alors, juste pour vous dire que cette biodiversité qu'on hérite actuellement, c'est un processus d'une évolution qui a démarré il y a 3,8 milliards d'années, et c'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Et ça, ce mouvement, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. On peut représenter la biodiversité par un cycliste. Un cycliste qui pédale, et le vivant, l'évolution pédale sans arrêt. Il faut sans arrêt l'alimenter d'interactions. Et cette dynamique, elle est primordiale. Et lorsque un cycliste s'arrête de pédaler, il peut avoir un petit problème. Il peut se casser sacrément la figure. La biodiversité, c'est exactement ça. Dès l'instant qu'on arrête d'une façon ou d'une autre ce processus dynamique, ben, il y a tout qui se casse la figure. Donc, la biodiversité en marche, c'est un vélo. Les problèmes que l'on fait actuellement, qu'on pose au niveau de la biodiversité, c'est qu'on est en train d'arrêter le vélo. Alors vous allez dire, ben, arrêter le vélo, ça veut dire quoi? Arrêter le vélo, ben, c'est chaque fois, toutes les actions que l'on fait au quotidien, on est en train d'arrêter le vélo, même si on a une conscience écologique, même si on est sensible à tout ce qui se passe actuellement. Dans notre quotidien, on mange encore beaucoup d'agriculture, de produits issus de l'agriculture intensive, avec beaucoup d'intrants qui polluent les sols, qui appauvrissent les sols et qui font reculer chaque fois la biodiversité. La plupart d'entre nous, on se chauffe encore à l'énergie fossile ou alors à l'énergie nucléaire. La plupart d'entre nous, on n'a pas les moyens d'acheter des meubles de haute qualité. On va se servir chez les gros fournisseurs de meubles, sans citer des marques, mais c'est souvent, c'est en train de changer, mais c'est souvent de la foresterie, de la culture d'arbres qui est pas, ou du moins du prélèvement d'arbres qui n'est pas vraiment éco-responsable. Vous avez tous mangé du poisson industriel, je pense que vous avez tous mangé du poisson pané, ce genre de choses. J'espère que vous avez arrêté toute forme de commerce d'espèces. On peut, par exemple, arriver à se passer de corail, d'ivoire et compagnie. Donc c'est le seul élément sur lequel on progresse, mais je pense que vous allez aussi, tout comme moi, au cinéma, voir des spectacles. Donc vous avez une consommation, une empreinte énergétique qui est considérable. Et puis, je pense que si on fait le tour de vos habits, la plupart sont fabriqués à l'autre bout de la Terre. Les miens aussi, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas culpabiliser. Ce qui veut dire que pour les acheminer, il faut des grands cargos. Alors maintenant, c'est essentiellement par cargo, mais je crois que c'est plusieurs millions de cargos qui sillonnent la planète actuellement. Et pour information, j'espère que vous faites vos besoins et que vous vous lavez dans une douche et que vous faites besoin dans des toilettes. Il faut savoir que la plupart des eaux usées en Méditerranée ne sont pas retraitées. Alors en France et en Europe, maintenant, on a une obligation de traiter les eaux usées, mais sur l'ensemble du bassin méditerranéen, par exemple, c'est 80% des eaux usées qui ne sont pas traitées. Voilà le milieu dans lequel on évolue. Donc quoi qu'on fasse, on est en train de stopper ce vélo parce que chaque fois, c'est un coup de frein qu'on met à la biodiversité.
Alors ce coup de frein, il a été un petit peu plus normalisé, et là on a identifié, et là j'arrive petit à petit à mes paysages, ne vous inquiétez pas, ces causes d'érosion, de coups de couteau qu'on donne à la biodiversité, elles ont été hiérarchisées, et la première cause, ce qu'on appelle la destruction et la fragmentation des habitats. Et là, du coup, je renvoie à ce que j'ai raconté au début. Rappelez-vous, dans les interactions, le maître mot, c'est la diversité génétique, et le deuxième, c'est les habitats. Et c'est la rencontre entre habitat et diversité génétique qui va générer de nouvelles espèces. Si on détruit les habitats, on détruit les zones d'expression du vivant, et on détruit petit à petit toute la diversité génétique qui est inféodée à ces habitats. Donc en détruisant les habitats, ou alors en les fragmentant, on va voir ce que c'est la fragmentation, on est en train petit à petit de diminuer et à terme de réduire considérablement la biodiversité. À ce phénomène s'ajoutent d'autres phénomènes comme les invasions biologiques, c'est-à-dire des espèces exotiques qui sont emmenées par l'homme accidentellement ou volontairement sur un territoire qui est déjà fragilisé. Et ce qui veut dire que ces espèces, il peut arriver que ces espèces s'étendent et prennent la place, prennent ce qu'on appelle les niches écologiques des espèces indigènes. Et la surexploitation dans beaucoup de pays, on surexploite les ressources naturelles. Il y a l'exemple quand même de l'Amazonie dont on parle beaucoup. Là, on a à la fois la destruction et en plus la surexploitation et l'appauvrissement du milieu, les pollutions et biocontamination. Toute notre activité de pays occidentaux génère des pollutions qui sont colossales, génère des changements environnementaux beaucoup trop rapides pour que le vivant puisse s'adapter. Et puis là-dessus se rajoute la dernière vedette, c'est le changement climatique qui, depuis ces quelques décennies, et se traduit par un changement, une augmentation de température et une modification dans les régimes de précipitation au niveau planétaire, qui se fait de manière très très brutale. Ça s'est fait par le passé, mais là ça s'accélère, ce qui fait que le vivant ne sait plus comment s'adapter. Un des moyens de s'adapter, c'est de bouger, d'aller chercher ailleurs, mais encore faut-il qu'on puisse bouger, on puisse aller chercher ailleurs, et encore faut-il qu'ailleurs, il y ait encore de la terre promise. C'est ce qu'on va voir par la suite. Pour ça, on est obligé de parler de ce qu'on appelle du phénomène majeur qui est la fragmentation. La fragmentation, c'est l'aptitude de transformer un espace naturel, globalement naturel, en un espace qui est globalement anthropisé, c'est-à-dire modifié par l'action de l'homme. Et cet espace anthropisé, il est soit de nature urbaine, par l'extension d'urbanisation, ou de nature agricole. Bien souvent, on a l'impression, on pense que l'agriculture, ça fait partie de la nature, mais pas du tout. La majorité de l'agriculture, celle qui nourrit le monde actuellement, c'est une agriculture qui est très intensive. Très intensive, c'est-à-dire une agriculture qui détruit la plupart de la biodiversité, y compris celle qui est dans le sol, pour favoriser une seule espèce, celle que l'on va cultiver, celle que l'on va récolter. Et même, on est même dans une course-poursuite depuis des années sur l'agriculture, où c'est même plus une espèce qui est favorisée, c'est une variété d'une espèce, c'est-à-dire la variété qui est la plus rentable. Par exemple, dans le blé, c'est assez fou. Il y a une variété de blé qui est favorisée, d'ailleurs, qui est terrible au niveau de son agressivité en termes de gluten. Mais tout ça, c'est lié. Par exemple, si vous avez une intolérance au gluten, quelque part, c'est forcément relié à ce qui a été fait en amont sur la sélection et ce qui a été fait aussi globalement sur la biodiversité. Donc, gardez à l'esprit que tous les désagréments qui nous arrivent actuellement, tout ça, ça s'inscrit dans un schéma global et tout est lié, encore une fois, au comportement de rouleau compresseur que l'on a par rapport à la ressource naturelle. Et à l'arrivée, la fragmentation, c'est ça, les espaces naturels, on les réduit de plus en plus et on les fragmente, on en fait des fragments, des morceaux. Et ces morceaux, au fur et à mesure qui deviennent de plus en plus petits, automatiquement, ils s'éloignent les uns des autres par une loi géométrique qui est assez facile à comprendre. Alors, comment ça se traduit tout ça? Alors, si on prend vraiment sur la destruction des habitats comme première cause de la biodiversité, on va prendre un exemple assez loin de nous, comme ça on ne va pas stigmatiser sur des régions qui pourraient blesser les uns et les autres. Là, c'est l'exemple de Sao Paulo, de l'État de Sao Paulo au Brésil. Là, vous avez l'image en haut à gauche, vous avez l'État de Sao Paulo et sa couverture forestière en noir en 1500. Et en bas à droite, vous avez l'État de Sao Paulo avec sa couverture forestière en 2000. Vous voyez qu'il ne reste plus que quelques petits lambeaux de couverture forestière, ça correspond à des réserves naturelles qui sont autour de la ville. L'essentiel de l'État est devenu soit urbain sur sa frange côtière, soit agricole. Alors imaginez les espèces forestières qui s'ébattaient dans cet état-là. Même si, imaginez qu'il reste toutes les espèces, ce qui n'est pas possible, parce qu'en milieu intertropical, il y a ce qu'on appelle un taux d'endémisme, c'est-à-dire des espèces qu'on trouve à un endroit et nulle part ailleurs, qui est très fort, parce que ce sont des zones qui n'ont pas été embêtées depuis des millénaires et des millénaires. Là-dessus, on arrase la forêt, donc ça veut dire qu'on fait disparaître des espèces automatiquement. Mais même si les espèces, elles se maintiennent toutes, elles ne veulent pas se maintenir dans les petits lambeaux qui restent de forêt, avec des effectifs aussi importants que ce qu'il y avait à l'origine.
dont les effectifs ont considérablement réduit. Et là, on revient à la figure du début. Le fait que les populations aient considérablement réduit, ça diminue automatiquement la diversité génétique. Le fait de baisser la diversité génétique, ça baisse automatiquement le pouvoir adaptatif. Rappelez nos petits bonhommes bleus, verts, violets. Si on baisse le pouvoir adaptatif, la conséquence directe, c'est augmentation de la mortalité. On est plus sensible à toutes les perturbations. Et si la mortalité augmente, ça va se traduire par quoi? Par une réduction de population. Et on revient en haut. Et si vous voulez, on peut rester jusqu'à demain comme ça. En fait, on rentre dans ce qu'on appelle une spirale. Et en écologie, on a identifié ça comme la spirale d'extinction. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'instant qu'une espèce, quelle qu'elle soit, commence à rentrer dans cette spirale, sauf énergie énorme pour l'en sortir, elle est perdue. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'une espèce rentre dans la spirale d'extinction? Il suffit juste que ses effectifs commencent à diminuer. Alors ça, c'est très important parce que souvent on nous interroge, nous scientifiques, on nous dit mais il y a combien d'espèces disparues? Alors actuellement, depuis à peu près le 15e, 16e siècle, on arrive à identifier quelque chose qui est à peu près, je crois que c'est quelques 400 ou 500 espèces qui auraient disparu. On nous dit mais c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais par rapport au bruit naturel, c'est-à-dire au signal naturel de l'extinction, on est déjà 50 à 100 fois supérieur. On va beaucoup plus vite, l'extinction est beaucoup plus rapide que ce qu'on pourrait prévoir. Mais si on se réfère à toutes les espèces pour lesquelles on a identifié la réduction des populations, c'est-à-dire que c'est toutes les espèces qu'on appelle vulnérables, on parle d'espèces menacées, à ce moment-là, on arrive à une vitesse de disparition imminente de l'ordre de 1000 à 10 000 fois supérieure par rapport à la normale. Alors ça, c'est vraiment l'élément qu'il faut savoir. C'est-à-dire, actuellement, on est dans une phase intermédiaire, et on va rentrer, où la bonne part des espèces rentrent dans une spirale d'extinction, et qui pourrait se traduire dans les 50 ans, les 100 ans à venir, par une perte massive d'espèces qu'on chiffre entre 15 et 35% par rapport aux vivants actuels. Alors, actuellement, on est dans une biodiversité qui est forcément en danger. On rentre dans ce qu'on appelle maintenant, on peut lever le point d'interrogation, dans la 6e crise d'extinction, et cette tendance devrait se confirmer, ce qui veut faire, encore une fois, 2050 à 2100, même certains modèles font état de quasiment 50% des espèces du vivant qui disparaissent. Et là, vous allez me dire, et alors? So what, ça veut dire, et alors? En gros, vous pouvez me dire, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Il y aura toujours du blé pour nous faire à manger, il y aura toujours quelques moutons. Donc là, ça vaut le coup de revenir un petit peu sur à quoi ça sert cette biodiversité. Alors rapidement, parce que je vois le temps qui s'écoule, mais on était obligé de passer par toutes ces phases. Depuis le début du XXIe siècle, beaucoup d'experts de par le monde sont penchés sur l'évaluation des écosystèmes et surtout des bien-être, de la relation entre l'intégrité des écosystèmes, la biodiversité et le bien-être humain. Et grâce à ça, il y a des travaux qui ont été faits sur le plan fondamental, mais vous allez voir, c'est pas trop ce qui a retenu l'attention, mais aussi sur les services au quotidien. À quoi sert cette biodiversité? Quels services elle nous rend? Alors sur le plan fondamental, il y a quelque chose qui est imparable, c'est que chaque fois qu'il y a perte de biodiversité, automatiquement, on a des fonctions des écosystèmes qui disparaissent. Ça veut dire, c'est quoi ces questions de fonction d'écosystème? Alors là, voilà. Les fonctions d'écosystème, c'est tout simplement, on s'est aperçu que les endroits où la biodiversité était quasiment intacte, c'était les écosystèmes qui étaient les plus productifs, qui fournissaient le plus de biomasse, qui avaient le plus de diversité forcément, qui étaient le plus stables dans le temps, c'est-à-dire qui résistaient notamment à des changements climatiques, qui étaient le plus résistants aux invasions biologiques. Donc là, si on a une biodiversité qui est préservée, il n'y a pas de point d'invasion. Puis aussi, qui étaient beaucoup moins sensibles aux pathogènes, à tout ce qui est propagation d'éléments pathogènes dans la nature. Donc, un écosystème avec une forte biodiversité, c'est un écosystème qui est toujours beaucoup plus robuste. Mais ça, encore, on s'est aperçu que c'est pas satisfaisant. Après, donc on a essayé de sensibiliser en disant, mais si on perd la biodiversité, par exemple, on va perdre les paellas. Pourquoi? Dans cette paella-là, il y a à peu près 12 espèces différentes. Si demain il n'y a plus de biodiversité, il n'y a plus rien dans la paella, il n'y a plus rien dans le couscous, même la choucroute, même si c'est que du chou, des patates et du porc, mais tout ça, ça disparaît. Pourquoi? Parce que cette biodiversité, elle nous nourrit au quotidien. Plus de 99% de l'alimentation est fournie par la biodiversité. Donc ça veut dire que tous les services, ce qu'on appelle services de prélèvement, sont issus de la biodiversité. Là, je m'appuie sur une table qui est en bois, c'est la biodiversité. Même le plastique qui nous paraissait assez éloigné de la nature, le plastique c'est du pétrole. Le pétrole c'est de la biodiversité, c'est-à-dire des végétaux qui ont mal fossilisé à une époque, qui se sont retrouvés piégés sous le sol, et ça fournit du pétrole. Mais sans biodiversité, il n'y a pas de pétrole. Sans biodiversité, il n'y a pas de béton, parce qu'il n'y a pas de calcaire qui s'est accumulé par le temps, et donc du coup, il n'y a pas de construction possible. Donc la biodiversité, elle nous fournit tout notre confort au quotidien, bien au-delà des quelques espèces, parce qu'il y a 4 espèces qui nourrissent 50% de la population mondiale. Mais à part ces espèces-là,
la biodiversité nous fournit tous les services au quotidien. Et puis juste un élément important, si on n'est pas enseveli sous les tonnes de cadavres et d'excréments, c'est parce qu'il y a une biodiversité microbienne qui décompose tout ça et qui permet ce qu'on appelle le turnover dans la matière organique. Si on a de l'eau potable, c'est parce qu'il y a un premier filtre qui se fait au niveau de la forêt, au niveau des humus, et qui fait que ça se comporte comme une carafe dans laquelle on met des charbons pour faire de l'eau, pour rendre l'eau meilleure. Et ça se fait pareil au niveau naturel. Donc sans biodiversité, il y aura toujours de l'eau, mais l'eau sera plus potable. C'est assez embêtant. Et plus de miel à manger, plus d'abeilles pour polliniser et au passage nous procurer du miel, plus de fleurs pour que les abeilles viennent polliniser, ce sont les services d'entretien, et plus de nougat, plus de services culturels, plus de bonbons fournis par le miel. Et Montélimar qui se retrouve sans nougat, imaginez la tristesse. Donc le contexte global, c'est qu'il faut maintenant lutter contre l'érosion de cette biodiversité parce qu'il faut à tout prix maintenir les services qu'elle nous rend. Mais comment faire? Changer radicalement nos modes de vie, c'est très difficile, même s'il va falloir le faire. Et l'idée géniale qui est apparue depuis quelques années, c'est essayer de voir comment on peut déjà permettre à ce qui reste de biodiversité de pouvoir se déplacer, d'éviter les effets délétères, les mauvais effets de la fragmentation. Et pour ça, essayer de voir comment on peut remettre on appelle ça de la continuité écologique dans des espaces qui sont fortement artificialisés, à savoir les espaces ruraux et les espaces urbains. Et c'est là qu'est née la notion de trame verte et bleue, c'est-à-dire redonner du vert et du bleu sans tout démolir, sans foutre en l'air toute l'agriculture, juste à essayer de voir comment on peut se glisser, comment on peut arriver à défaire, à contrecarrer les effets de la fragmentation, sachant que la fragmentation, c'est vraiment le fait de morceler et d'isoler les éléments naturels. Du coup, ça veut dire maintenant, essayer de voir comment, au niveau du paysage, on peut défragmenter exactement comme on le ferait au niveau d'un disque dur pour arriver à optimiser les déplacements de la biodiversité sauvage. Alors, fragmentation, c'est ça, c'est tout simple. Au départ, en haut à gauche, vous avez un système qui est vert, enfin, un paysage qui est vert, majoritairement naturel. Puis au cours du temps, on va faire des champs, on va faire de l'habitation, on va faire des constructions, on va artificialiser, et les espèces sauvages n'auront plus que ces petits lambeaux verts pour pouvoir arriver à vivre et surtout arriver à se reproduire. Une espèce qui est forestière, si elle veut aller compter fleurette à une espèce forestière qui est séparée par des hectares et des hectares de champs ou de villes, ça devient compliqué. Donc l'idée, c'est comment on va essayer de redonner de la connectivité pour que les espèces puissent continuer à faire la fête. Et je vous rappelle que lorsque les partenaires amoureux, on les trouve le plus souvent pendant les teufs, pendant les booms, pendant les soirées, plus ou moins arrosées, mais ça, il ne faut pas le dire à des lycéens. Mais en résumé, si on empêche les espèces de faire la fête, elles ne pourront plus se reproduire, et là c'est fini, la biodiversité risque de mal se comporter. Donc l'obsession de la trame verte et bleue, et des paysages maintenant, au niveau de l'aménagement du territoire, c'est de redonner le moyen à ces espèces de faire la fête, et surtout à se reproduire, pour maintenir cette diversité génétique. Et alors comment faire? L'idée c'est essayer de régler le problème, cette controverse que j'apprenais quand j'étais jeune étudiant, c'est la controverse du slow, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut une réserve naturelle qui soit grande, une seule et grande et large, ou il en faut plusieurs petites? Bien sûr, grande et large, c'est préférable par rapport à tout ce que vous expliquez, parce que là, au moins, la biodiversité va vraiment s'épanouir. Mais dans le concret, sur nos territoires européens, c'est difficile de faire des réserves de plusieurs milliers de kilomètres carrés. En revanche, on peut arriver plus facilement à identifier des petites réserves, des parcs nationaux, des réserves naturelles qui soient disséminées sur le territoire. Et avec cette idée de trame verte et bleue, on va peut-être arriver à résoudre cette controverse en disant, mais on n'a qu'à faire finalement ménager des passages entre tous ces éléments-là, entre toutes ces petites réserves, et à l'arrivée, on aura un fonctionnement qui ressemblera globalement à ce qui se passe au niveau d'une grande réserve naturelle. Si en France et en Europe, on arrive à relier toutes les zones de nature qui sont encore préservées, on va arriver à résoudre le problème de la fragmentation et de la disparition des habitats. Et c'est pour ça que depuis à peu près le Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire depuis 2010, un petit peu avant 2010, il y a des grandes opérations qui ont été lancées pour restaurer ce qu'on appelle les continuités écologiques, c'est-à-dire remettre les habitats naturels, les écosystèmes qui sont relativement semi-naturels, remettre ces écosystèmes en contact par des systèmes de corridors, par des systèmes de zones de réserve relais, c'est-à-dire dans les champs, essayer de maintenir des bords de champs qui sont sauvages,
les bords de cours d'eau, essayer de maintenir le plus possible ce qu'on appelle les ripiscibles, c'est-à-dire les forêts qui sont de part et d'autre des cours d'eau. C'est essayer de voir comment on peut glisser du sauvage, entre guillemets, un petit peu de partout, y compris en ville, comment en ville on peut adoucir la ville, on peut adoucir l'effet négatif de la ville sur la biodiversité, en maintenant des espaces verts, en maintenant des corridors, ce qu'on appelle des couloirs pour que les espèces puissent se déplacer. D'autant plus qu'on s'est aperçu qu'au niveau, sociétal, il y a une grosse demande des riverains urbains d'évoluer dans des environnements un petit peu plus verts. On a tous envie, peut-être généralement on aime bien les balader dans des parcs, et on aime bien parcourir la ville à travers ce qu'on appelle des coulées vertes. C'est quand même, ça reste relativement plus agréable que de parcourir du béton et longer des rocades. En gros, ça veut dire qu'actuellement, il y a une convergence de préoccupations à la fois humaines et écologiques pour essayer de redonner du vert et du bleu. Le bleu, c'est pour les cours d'eau, le vert, c'est pour le terrestre, à l'ensemble du territoire. Et tous nos territoires, maintenant, doivent être pensés comme ça. C'est comment arriver à ce que la biodiversité et la nature, entre guillemets, sauvage, puissent aussi s'exprimer dans des environnements qui sont pourtant majoritairement faits pour l'espèce humaine. Alors c'est comme ça qu'on revoit toute la notion que l'on a maintenant sur le paysage. J'en termine avec quelques photos de paysage, parce que je suis là pour parler de ça, où on revoit un petit peu toutes nos notions. C'est-à-dire, on a compris, dans certains cas, pas mal de choses. On a compris que s'il fallait favoriser la biodiversité, il faut favoriser aussi la diversité des habitats. Donc de plus en plus, on s'oriente sur la conception de paysages qui soient le plus mosaïqués, c'est-à-dire diversifiés, qui fournissent des habitats différents pour qu'il y ait des espèces différentes. Alors bien sûr, là, ces images sont des images un petit peu idéales. Alors, pour ceux qui connaissent, on est dans les paysages de Toscane, et la partie de la Toscane qui est la moins intensive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai pris ces images parce que la Toscane, c'est pas non plus les territoires les plus reculés. Au contraire, ce sont même des territoires qui, culturellement, historiquement, sont très riches. On ne peut pas dire que ce soit des territoires pauvres, on ne peut pas dire que ce soit des territoires défavorisés, et pourtant, il y a des transitions qui ont été faites déjà en Toscane depuis pas mal de temps pour favoriser ce type de paysage, favoriser aussi l'agriculture biologique. Alors certes, peut-être qu'au départ, c'était pour satisfaire toute une clientèle nord-européenne, notamment anglaise, allemande et hollandaise, qui voulaient avoir une autre qualité de vie, qui venaient chercher dans ces régions du sud ce qu'ils ont réussi à saboter dans la région du nord. Alors, ça a été peut-être fait à ces fins-là, mais à l'arrivée, on a des paysages en Toscane qui arrivent à être assez harmonieux, aussi bien sur le plan fonctionnel, c'est-à-dire écologique, que sur le plan esthétique et sur le plan du plaisir et du bien-être à évoluer dedans. On est des paysages qui arrivent à concilier ce que moi j'appelle facilement relier le beau et le bon. Le beau, parce que c'est vrai que c'est des paysages qui, pour la plupart des personnes, sont des paysages qui interpellent, qui plaisent, et bon, parce que ce sont des paysages qui fonctionnent avec une biodiversité qui s'exprime. Pour l'exemple, aux portes de Florence, vous avez des oliveraies dans lesquelles vous pouvez trouver des chevreuils qui se baladent. C'est pas fait pour déplaire, même si on va à Florence pour chercher ce patrimoine culturel, au passage aussi, on croise un patrimoine biologique qui est pas désagréable. On a aussi ça chez nous, là on est sur des images sur les contreforts du Luberon, où on peut arriver à avoir des ensembles, des alternances d'ensembles d'éléments naturels, avec chaque fois qu'il y a du relief, on maintient l'élément naturel, puis dans la plaine, on maintient l'agriculture, qui est quand même un élément important aussi pour la structuration des sociétés rurales, les dynamiques et on aime aussi ces paysages agricoles, mais ces paysages agricoles, on les aime d'autant plus s'ils sont mosaïqués, s'ils sont entrecoupés de haies, de bosquets, et qu'ils offrent une sorte de diversité visuelle qui se traduit par une diversité qu'on appelle fonctionnelle au niveau de la biodiversité des systèmes écologiques. Ça veut dire aussi qu'on n'est pas obligé aussi de tout artificialiser. Il y a des territoires chez nous qui sont en train ou qui sont touchés entre guillemets par la déprise agricole, alors que ça c'est lié à des processus socio-économiques qui nous échappent. Mais il ne faudrait pas croire que ces paysages sont perdus par la biodiversité, bien au contraire, ça peut constituer de super réservoirs de biodiversité. Là, on est dans une zone un petit peu reculée par rapport ici, on est sur le parc naturel régional des Baronnies provençales, où là, on a, c'est vrai, une déprise agricole qui se traduit par ce qu'on appelle une fermeture de paysages, mais c'est pas pour autant que les paysages deviennent moches. En revanche, c'est des paysages qui sont très intéressants sur le plan de biodiversité. Et c'est bien de se dire que sur le territoire, on a aussi des espaces comme ça, où finalement la nature peut s'exprimer de manière un petit peu plus tranquille que ce qu'il peut y avoir ailleurs en France. Et ça veut dire aussi qu'on n'est pas obligé de faire des paysages qui soient systématiquement rouleau compresseur. Et là, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple des terrasses de culture. C'est un mode de pratique agricole qui est l'opposé du rouleau compresseur. C'est-à-dire là, on essaye de redonner du relief à l'agriculture, on essaye de s'appuyer sur les éléments naturels et comment on peut construire des parcelles agricoles en s'appuyant sur les éléments, sur les problèmes d'érosion, de maintien des sols. Et à partir de ça, on peut faire des agrosystèmes qui, eux, sont
complètement intéressants pour la biodiversité, pour le fonctionnement écologique, et qui ne sont pas non plus désagréables sur le plan visuel. À droite, vous avez les Cinque Terre. Cinque Terre, c'est au sud de la Ligurie, en Italie. C'est aux portes entre Ligurie et la Toscane. Et là, vous avez un parc national qui a été fait non pas sur des éléments naturels en tant que strict, puisque c'est un territoire qui est majoritairement agricole, mais par rapport à ce patrimoine, un patrimoine de vignobles en terrasse qui est très particulier et intéressant sur le plan biodiversité. Et pour finir, donc, il y a bien sûr, c'est rappelé aussi l'importance qu'il faut accorder à la préservation de nos paysages et préservation de la biodiversité dans les paysages, sachant que quand on préserve la biodiversité, et y compris sur le littoral par exemple, ça c'est l'image emblématique, on est aux portes du parc national des Calanques, on préserve aussi, on évite que l'urbanisation vienne grignoter ces paysages littoraux, et ça permet à tout un chacun de venir encore profiter de tout le plaisir apporté par le littoral, sans quoi, si on n'avait pas de système pour préserver l'intégrité écologique de ce littoral, ça se traduirait aussi par une exclusion de toute une frange de la population de ce littoral, comme on peut le voir ailleurs sur la Côte d'Azur. Donc, pour conclure, je finirai là-dessus. Rappelez-vous bien que le paysage, c'est ni plus ni moins, alors c'est pas très romantique de dire comme ça, mais c'est l'expression spatiale des relations entre l'homme et la nature. Ça veut dire quoi, ça veut dire que juste qu'on a le paysage qu'on mérite. Le paysage est une résultante. Alors après, on peut bien sûr le concevoir, on peut l'idéaliser, on peut se dire, voilà le paysage qu'on voudrait, mais il va se faire ce paysage par rapport à ce qu'on va y faire dessus et par rapport à la vision que l'on a avec la préservation de la biodiversité, préservation des milieux, donc des pratiques tout simplement écologiquement compatibles. Même, on arrivait à identifier des pratiques qui soient écologiquement compatibles avec la préservation de la biodiversité, préservation des milieux, donc des pratiques tout simplement écologiquement compatibles. À ce moment-là, automatiquement, on aurait des paysages qui nous enchanteraient certainement beaucoup plus par rapport aux paysages très artificialisés et modifiés que l'on est en train de subir, dans lesquels on ne se sent pas très bien, et qui génère tout un gros de névroses plus ou moins poussées, et une bonne part du mal-être humain actuel est le reflet de la dérive des paysages, les paysages étant le reflet des activités socio-économiques et des virages de développement qu'on a pris, et qui ne sont pas forcément ceux dans lesquels on aimerait se trouver, même si, a priori, on a toujours tendance à être content de ce qu'on a. Si on y réfléchit, on se rend compte que peut-être qu'on est dans une orientation de développement qui serait peut-être à changer. Et l'aménagement du territoire peut nous permettre à négocier d'autres virages au niveau de notre développement. Merci pour votre attention. Je finis avec cette image, là aussi, du cœur des baronnies provençales, pour montrer qu'il n'y a pas que de la forêt et des arbustes en baronnie provençale. Il y a aussi des paysages façonnés par l'homme. Et quand l'homme fait un petit effort pour façonner les paysages, ça peut ressembler à quelque chose un petit peu différent que ce qu'on a tout autour de nous. Merci de votre attention. Et du coup, j'ai pas trop grignoté de temps, ça va, je suis à peu près dans le temps. Voilà, merci beaucoup Thierry Tatoni pour cette intervention. Nous prenons 3-4 minutes de pause. Nous avons déjà quelques questions qui sont retenues et n'hésitez pas à les noter dans la fenêtre de chat. On se retrouve dans 3-4 minutes. À tout de suite. Oui, voilà, donc nous nous retrouvons pour les questions. Alors c'est une question d'Alexis qui se trouve donc au rectorat avec nous. Bonjour, donc ma question c'est comment on fait pour relier la biodiversité en sachant qu'elle peut traverser des villes et donc des routes, etc. et qui peut générer les activités humaines. Ok, merci pour ta question. Effectivement, elle est pertinente. C'est ce qu'on essaie de développer actuellement par ce qu'on appelle des corridors. Les corridors, ce sont des structures linéaires d'espaces naturels pour essayer de relier deux tâches d'espace naturel entre elles. Alors, ça c'est le jargon. Concrètement, ça veut dire quoi? Lorsqu'en ville, on veut essayer de faire passer des espèces un petit peu plus sauvages, l'idée, c'est essayer de voir comment, dans cette ville, on peut arriver à identifier des zones qu'on va laisser, sur lesquelles on va laisser de la nature s'exprimer. Et éventuellement, peut-être on va pouvoir essayer de favoriser le retour de la forêt, de planter des arbres, mais essayer de faire ce qu'on appelle des coulées vertes, c'est-à-dire plutôt que comme on fait un boulevard, pour faire passer des routes, on va faire des boulevards, mais pas en béton, on va les faire en herbe,
en arbustes, en arbres, pour faire des sortes de forêts sous forme de couloirs, et qui vont avoir pour objectif de relier une zone forestière, une zone naturelle beaucoup plus grande d'un côté, et une zone naturelle aussi beaucoup plus grande de l'autre. L'idée c'est ça, parce que l'idéal, ça serait quoi? Si on pense que nature, ça serait on rase la ville et on met de la forêt. C'est pas très sympa pour ceux qui habitent. De loin, on peut dire ok, mais si ta maison elle est touchée par cet arasement, peut-être que tu ne serais pas content. Donc comment on peut arriver à se faufiler entre les maisons, se faufiler entre toutes les structures urbaines pour arriver à remettre un petit peu du vert de partout. C'est vraiment l'idée d'une trame, c'est-à-dire c'est ça, c'est penser quelque chose qui globalement va être vert, mais pas de partout vert. C'est-à-dire on va glisser du vert de partout, exactement comme une trame, comme une tapisserie, une tapisserie qui serait jaune avec des motifs rouges. Ben, on va essayer de faire que notre environnement soit gris avec des motifs verts et que tous ces motifs verts puissent se relier. Ça veut dire aussi, on n'est pas obligé des fois de les relier complètement. Il suffit de favoriser l'expression de nature au pied de quelques arbres, au pied d'immeubles, un parc, plutôt que de faire un parc, les parcs, les espaces verts comme on faisait avant avec tout bien taillé au cordeau, ben on va essayer de faire en sorte que dans ces espaces verts, il y ait un peu de nature sauvage qui s'exprime. Et de proche en proche, petit à petit, on va remettre l'idée de la nature un petit peu de partout, du fonctionnement naturel un petit peu de partout, pour que globalement, ben, les espèces sauvages puissent arriver à se retrouver, à se rencontrer, et toujours pareil, à se reproduire et à générer de la diversité. Merci. Alors, autre question qui fait référence à votre propos de début de conférence. Pour quelles raisons les eaux usées en Méditerranée ne sont pas retraitées? Alors, je pense qu'au niveau français, on est tous dans les clous, même s'il y a toujours des couacs au niveau de la station. La station que je connais bien, c'est celle de Marseille, des stations d'épuration. Mais globalement, il y a, au niveau européen, ça s'est amélioré. Après, tout le reste, pour tout le pourtour méditerranéen, on ne sait pas le retraiter parce que ça demande des moyens colossaux. Ça coûte cher, une station d'épuration. Ça demande aussi une forme de technicité qui soit bien éprouvée. Puis ça demande aussi de l'énergie quelque part. Donc, globalement, c'est pas rien, quoi. Une station d'épuration, c'est une grosse entreprise. L'idée aussi, pour diminuer l'ampleur de cette entreprise d'épuration, ce serait peut-être de travailler sur les moyens de comment adoucir aussi nos rejets et comment essayer de moins rejeter. C'est ce qui se fait déjà, parce qu'il y a aussi toute une part des eaux qui ne passent pas par les stations d'épuration, qui ne se passent pas par les systèmes des égouts, ça passe aussi par l'écoulement des rues, ce genre de choses. Et il y a des gros progrès qui ont été faits au niveau des collectivités. La plupart des communes, je crois qu'en France, on y est à peu près tous, sur le zéro phyto, c'est-à-dire on ne met plus de pesticides dans les parcs, dans les jardins, dans les ronds-points, ce qui fait que c'est autant de produits chimiques en moins qui vont se déverser dans les fleuves et dans la mer. Parce qu'il faut savoir que quoi qu'on fasse sur le continent, tout ça se retrouve dans la mer. C'est le principe du cycle. Et puis, il y a encore un gros problème qu'il va falloir régler, c'est que les voitures génèrent énormément de nuisances, d'éléments polluants qui sont laissés sur le bitume, sur les bâtiments. Et tous ces éléments-là, c'est lessivé par les précipitations, par les pluies. Tout ça, ça se retrouve dans les caniveaux, ça se retrouve dans les ruisseaux, ça se retrouve dans la mer. Donc il va falloir aussi travailler sur la réduction, là aussi, de l'empreinte automobile. Alors, une question qui concerne le lien entre scientifique et politique. Alors, déjà, je pose plusieurs questions, hein, je la pose en gerbe là. Comment se fait cette communication entre scientifique et politique? S'il y a communication, est-ce qu'il s'agit de contacts réguliers? Et enfin, troisième question, quel est le pouvoir que peuvent avoir les scientifiques justement sur alors, les lobbies, alors on n'est plus au niveau du politique, mais les lobbies, on parle de grands groupes industriels, l'agriculture intensive, etc. Et dernière chose, je le pose ensemble là, à votre niveau, comment pouvez-vous influencer les dirigeants? En les prenant par le cou. Mais alors, le scientifique n'a aucun pouvoir. Et heureusement, quelque part. Alors, on va pas se plaindre. Hein. Un scientifique est consulté, un scientifique est là pour donner des avis. Après les décisions, pour qu'une décision soit prise, il n'y a pas que l'avis du scientifique, il y a aussi l'avis de tout un chacun, il y a tous les processus qui relèvent de la vie publique qui se traduisent après par la prise de décision. Après, l'avis du scientifique est important parce que le scientifique, il va avoir pour objectif de lutter contre les contre-vérités. C'est-à-dire, il va essayer le plus possible de
ben, d'avérer ces faits, d'avancer des éléments, de résultats qui sont validés par ses pairs, c'est-à-dire qui sont récoltés suivant un protocole très précis, qui est un protocole scientifique. Ça, c'est lourd, ça paraît pompeux quand on le dit, mais c'est très important. Parce que ça, c'est le garde-fou contre toutes les croyances, contre tous les délires, contre toutes les interprétations. Lorsqu'on a un résultat scientifique, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, mais ça veut dire que c'est pas faux. Et ça veut dire que c'est le fruit d'une réflexion qui est construite et qui est partagée et qui a été validée. Ça, c'est très important. C'est l'opposé à toute forme d'inspiration pifométrique, pardon, qui sont faits comme ça, qui sont dits par ce qu'on perçoit. Et c'est aussi le contre-pied de tout ce qu'on entend à la radio. On a l'impression que quelqu'un a une idée un petit peu folle, il va prendre un bouquin, mais ce bouquin, on a l'impression qu'il va faire autorité. Un bouquin n'est pas la réalité scientifique. La réalité scientifique, il faut qu'elle soit avérée par ailleurs. Ça me permet de faire juste un petit aparté. Actuellement, on est bassiné par les théories du grand effondrement, de la collapsologie, tout ça. Scientifiquement, ça repose sur absolument rien. Il y a même un ancien leader Europe Écologie Les Verts qui fait actuellement ses choux gras là-dessus. Il faut surtout savoir que c'est scientifiquement, c'est pas fondé. Basez-vous sur les sorties des scientifiques pour vous faire une idée de vraiment ce qui nous attend dans le futur. Et vous verrez que les scientifiques, il y en a peu qui se mouilleront trop pour dire ce qui se passe dans le futur. Alors après, donc, gardons en esprit que, et ça c'est intéressant parce que le scientifique n'a qu'un avis. Et cet avis-là, il est fondé sur des grands programmes de recherche. Ces programmes de recherche sont décidés au niveau national, voire international, par des instances qui sont forcément politiques, parce que c'est la politique qui va débloquer les crédits pour qu'on puisse se rechercher. Donc quelque part, le pouvoir politique, en amont, c'est lui qui décide des grandes orientations de recherche, du moins, c'est lui qui décide des moyens qui vont être mis sur les grands axes de recherche. Donc, en ce sens, c'est tout à fait louable, et pour décider de ces grandes orientations de recherche, le politique, il n'est pas omniscient, il s'appuie sur quoi? Ben, sur les remontées des différents établissements scientifiques. Donc, jusque-là, c'est assez cohérent. Où on s'interroge en tant que scientifique au niveau de la cohérence, c'est qu'on est payé pour avoir des résultats sur des programmes très précis, et lorsqu'on rend ces résultats, bien, ils ne sont pas pris en compte. Ça, c'est le gros mystère. La biodiversité, depuis au moins début des années 90, il y a des grands programmes de recherche sur la biodiversité. C'est pas pour autant que des mesures phares ont été prises. Ça commence avec la loi biodiversité qui a été prise en 2017, 2018, 2016, 2017. Mais sinon, des actions concrètes qui prennent en compte les résultats des scientifiques par les politiques, alors que les grands programmes ont été décidés par les mêmes politiques, ou alors si c'est pas eux, c'est leurs cousins, mais c'est la même mouvance. Ça, c'est très surprenant. Le changement climatique, déjà à mon échelle, il y a quasiment 30 ans, je participais déjà à des colloques où quasiment tout ce qui se passe aujourd'hui, les physiciens, les mathématiciens l'avaient déjà prédit. Et pourtant, il a fallu attendre 30 ans pour arriver à voir les premières mesures phares qui soient prises. Et ceci dit, malgré ces mesures, on est toujours sur une augmentation de CO2 qui est considérable. Donc là, j'avoue que je ne sais pas. Oui, on sait ce qui se passe, parce que le scientifique va faire des préconisations qui s'inscrivent dans du temps long, qui dépasse largement ce qu'on appelle un mandat électoral. Ce qui veut dire qu'un politique, il est confronté à cette gestion du temps. Et attention, ça ne veut pas dire qu'un politique, il est forcément léger, il sait très bien qu'il y a des grosses décisions à prendre qui s'inscrivent dans le temps long. Mais le problème, c'est que nous, électeurs, si on n'a pas de résultats concrets, on ne va plus revoter pour ce politique. Donc le politique est vraiment notre reflet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez que le politique écoute plus le scientifique, ça serait bien déjà que vous, et que tout un chacun, on écoute un peu plus le scientifique. Encore une fois, pas parce qu'il dit la vérité, mais qu'on écoute les garde-fous qu'il veut brandir et les recommandations qu'il veut brandir, on se les approprie, et que nous, on soit exigeants auprès des politiques pour que ces politiques aient cette intelligence de s'inscrire dans un temps qui soit un peu plus long que le temps électoral. C'est-à-dire c'est toute une boucle. Ça serait facile, je peux arriver à vous dire non, les politiques, tout est pourri, ils pensent qu'à eux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai rencontré, alors là je rentre dans mon expérience personnelle, j'ai majoritairement rencontré que des politiques qui étaient concernés, sensibilisés, impliqués, intelligents. J'aurais bien aimé vous servir le discours populiste inverse, mais il n'est pas vrai. La plupart des politiques ont une vraie conscience de la gestion publique et gestion de la société. Après, ils sont complètement contraints par ce que nous, on demande à un politique. Et ça, je pense que si on veut changer le politique, il faut changer, nous, notre demande et nos exigences par rapport aux politiques, et attendre de voir vraiment le fruit de leur politique avant de les juger, et même si cela prend des années. Et dans les gouvernements précédents, que ce soit dans le gouvernement Sarkozy, le gouvernement Hollande et le gouvernement actuel,
Bien sûr, il y a des tas de sources de mécontentement, mais il y a aussi des sources de satisfaction. Il y a le Grenelle de l'environnement sous Sarkozy, il y a la loi biodiversité sous Hollande, et puis il y a l'initiative sur le climat qui est en train de mettre en place Macron, sachant que un président et les politiques de haut niveau sont aussi soumis à des pressions terribles qui sont d'ordre socio-économique, mais c'est nous qui les mettons, parce que regardez, la première revendication que l'on a entendue à travers les Gilets jaunes et autres, c'était quoi? C'était l'augmentation du pouvoir d'achat. En augmentant le pouvoir d'achat, on ne fait que accentuer le rôle de la spirale. On rentre notre monde dans cette spirale d'extinction, tout simplement parce qu'on n'a qu'une seule obsession, on a l'impression que notre bien-être, on va pouvoir l'acheter. Et là, on se plante. Et qu'est-ce que font les politiques? Ils essayent de nous servir ça. Alors, ils essayent de nous dire, attention, c'est pas forcément la seule voie, mais eux aussi, ils sont soumis à cette spirale, de cette aspiration dans laquelle nous projetons. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment compliqué cette histoire de lobby, et on ne peut pas stigmatiser sur les politiques. Il y a ce décalage entre les grandes orientations politiques et ce que nous arrivons à faire. Et je pense que ça serait bien de passer par une certaine forme de réhabilitation de la science. On a un petit peu tendance à faire passer tout ce qui est spiritisme, croyances religieuses ou croyances d'ordre économique avant la science. Ça serait bien de redonner un petit peu plus de poids à ce que peuvent dire les scientifiques, qui la plupart du temps sont complètement neutres et désintéressés. Alors, je me dépêche parce qu'il y a énormément de questions. Alors, question qui s'adresse aux biologistes. Est-ce qu'il y a un moyen de restaurer une biodiversité qui serait perdue? Là, c'est une question de Thomas. Moyen, oui, avec quelques millions d'années. Heureusement, on ne peut pas se substituer, encore une fois, sans aucune forme de mysticisme ou de croyance. Il y a une dynamique, il y a un vélo qui s'appelle l'évolution, qui avance. Cette évolution, pour que ça marche, il faut du matériau. Ça, on a vu, c'est le patrimoine génétique. Et il faut surtout du temps, parce que l'évolution se fait suivant la mode darwinienne, c'est-à-dire de génération en génération sont sélectionnés les caractères adaptatifs, c'est-à-dire ce qui marche le mieux au niveau du vivant. Et pour ça, il faut que sans arrêt, attendre de génération en génération. Alors, génération chez les souris, ça va vite, génération chez les éléphants, c'est un petit peu plus lent. Mais il faut attendre tout ça, Donc, il faut du temps, et restaurer ça, c'est un leurre. Non, on ne peut... la technologie ne peut pas tout réparer. C'est là aussi, il faut arriver arriver de croire qu'on est plus fort que tout. Non, on ne sera jamais plus fort qu'entre guillemets que la nature, tout simplement parce qu'on est cette nature. Donc, on est soumis aux mêmes lois que la nature. On a un pouvoir d'artificialisation, de modification qui est très fort, mais restaurer la nature, restaurer véritablement la biodiversité, c'est-à-dire faire des expérimentations qui vont durer 2-3 millions d'années, j'aimerais bien voir ça, quoi. Alors, question de Théo, et elle porte sur la disparition des espèces d'ici 2050. Alors, combien risquent d'en disparaître, donc et quelles seraient les premières espèces qui seraient touchées? Et enfin, est-ce que l'homme, du coup, à la fin, pourrait aussi disparaître? Alors, Théo parle exactement comme un technocrate et comme un politique. C'est-à-dire, ce qui nous embête dans les questions, alors bien sûr, j'ai aucune animosité contre Théo, parce que c'est des questions qui nous reviennent tout le temps, ça. Combien d'espèces, quelle espèce? On ne sait pas. Parce on est toujours, regardez à l'image cette dynamique de ce vélo, et pendant qu'on agresse cette nature, sans arrêt, cette nature réagit. Et elle réagit, on essaie d'anticiper, de voir comment elle va réagir, mais si on se projette, au plus on se projette sur le long terme, au moins on sait comment elle va réagir. Heureusement, il y a des effets d'autocontrôle qui se mettent en place, mais on ne les sait pas. Alors les espèces qui vont disparaître, oui, on les identifie. Vous prenez ce qu'on appelle le livre rouge des espèces menacées, c'est mis en place par le congrès par l'IUCN, dont le congrès se tiendra. Alors l'IUCN, c'est l'Union internationale de conservation de la nature. En juin prochain, il se tient à Marseille, et c'est tous les 4 ans. C'est un colloque immense, un congrès immense, dans lequel on va identifier les enjeux en matière de conservation dans la nature. Et c'est là que nous sommes décidés quelles sont les espèces et les habitats à préserver. Et ça, une espèce pour laquelle on va décider qu'elle est à préserver, ça veut dire que c'est une espèce pour laquelle on a observé une baisse des effectifs. Donc actuellement, il y a quelque chose comme 18 000 espèces. J'aurais du mal à toutes vous les citer. Les plus emblématiques, bien sûr, c'est tout ce qui est bison, éléphant et autres. Mais derrière ça, il y a toute une flopée d'espèces qui sont concernées. Et puis il y a toute une lot d'espèces qu'on ne connaît pas. Dernièrement, on a été alerté sur la baisse des insectes, une diminution des populations d'insectes qui est assez préoccupante. Donc ça veut dire que ce sont des dizaines de milliers d'espèces qui sont rentrées dans cette spirale d'extinction.
Donc là, c'est difficile. Mais pour avoir une idée, vous ouvrez vous allez voir sur le site de l'IUCN et vous avez la liste. Comme ça, vous verrez aussi comment sont évaluées ces espèces, parce que là aussi, il y a des protocoles qui essayent d'être le plus robuste possible pour évaluer la disparition, les risques de disparition, la vulnérabilité des espèces. Et ce sont ces espèces qui sont en priorité menacées. Et nous, là-dedans, non, nous, on n'est pas menacés. On est actuellement entre 7 et 8 milliards. Les modèles montrent qu'on devrait arriver, on ne devrait pas dépasser normalement, sur une loi démographique, on ne devrait pas dépasser 12 milliards, mais ça veut dire qu'on est quand même une espèce fortement bien représentée. Qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure que la ressource va diminuer, et vous le voyez actuellement, la ressource diminue considérablement, puisqu'on est à 1,7 ou 1,8 planètes de ressources naturelles qu'il faudrait pour satisfaire une année des ressources naturelles que l'on consomme. Il va se passer qu'il va y avoir une baisse de ces ressources, ça va se traduire par des conflits terribles. Je le dis avec le sourire, mais et je ne veux pas être catastrophiste, mais ça veut dire qu'il va falloir se battre pour cette ressource-là, sauf s'il y a des effets intelligents de réaction et de modification des comportements. Mais l'espèce humaine ne disparaîtra pas. On est beaucoup trop nombreux pour disparaître. Et on est beaucoup trop intelligents, pas assez pour s'autogérer, mais trop intelligents pour disparaître. Donc ça veut dire que peut-être qu'on va perdre quelques milliards. Alors dire quelques milliards comme ça, juste au moment du café, ça fait bizarre, mais c'est quand même plus que dramatique, et puis ça va se réguler comme ça, et puis on va redescendre en adéquation avec les ressources du moment, et on repartira peut-être à la croissance, ou peut-être différemment, parce on se sera servi, on aura pris la leçon de la claque qu'on se sera pris, mais l'espèce humaine, non, ne peut pas disparaître. Alors, une dernière question, parce que puis il n'y a même pas de sens. C'est pas nous qui décidons. On est le fruit de l'évolution, donc c'est l'évolution qui va décider de ce qu'on va devenir. Bien, on va terminer par cette question et je vais la dire telle qu'elle a été posée parce qu'elle me plaît beaucoup et en fait elle rejoint aussi des questions qui ont été posées tout au long de ces premières visioconférences. C'est comment pouvons-nous agir dans notre collège pour la biodiversité? Autre question, à notre âge, que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous sensibiliser davantage sur la déforestation? Ça c'est Lilou qui nous demande. Comment pouvons-nous, dans un paysage très urbanisé comme Paris, alors là ce sont des collégiens de Paris, améliorer, augmenter la biodiversité? Alors on voit bien toutes ces questions, c'est qu'est-ce que peuvent faire ces élèves qui sont au collège ou au lycée? Alors, je vais être un petit peu provocateur, mais à peine. Première chose qu'on a à faire, c'est prendre conscience qu'on est le fruit d'une évolution qui a démarré depuis très longtemps. Cette évolution, elle a fait quoi? Elle nous a doté, elle nous a fait de formidables, entre guillemets, machines de guerre ou machines de paix. L'organisme, l'être humain, c'est un organisme qui est remarquable, qui est capable de tout. Sans rentrer dans les détails, on peut faire énormément de choses du fait qu'on ait nos deux bras et nos 10 doigts, et surtout qu'on a notre cerveau. Donc la première chose à faire, c'est essayer de plus en plus d'être intelligent. Quand je dis ça, c'est pas pour stigmatiser, pour critiquer. C'est-à-dire être intelligent, c'est-à-dire se positionner, mais finalement, quelle place j'ai sur cette planète? Est-ce que j'ai besoin de m'habiller avec tel habit qui est à notre bout de la planète? Est-ce que j'ai besoin d'utiliser systématiquement mon smartphone toutes les secondes? Donc déjà, il y a tout ça. Sachant que chaque fois que je vais interroger les bases de données, tout ça, je fous un coup aux ressources naturelles qui est terrible. Donc se positionner, c'est-à-dire en gros, dans quel environnement, quel monde j'ai vraiment envie de vivre. Donc ça veut dire qu'on commence à réfléchir. Pour l'instant, l'homme n'a utilisé son cerveau que pour le progrès technique. Maintenant, peut-être qu'on peut utiliser notre cerveau pour le progrès intellectuel. Donc ça serait ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire en sorte que les gens qui vont décider de notre quotidien, de notre avenir, mais il faut qu'on soit super exigeant avec eux. Donc le premier geste qu'il faut faire, c'est voter. Et voter intelligemment. Ne pas sombrer à toute forme de populisme, à toute forme d'extrémisme, qui nous font miroiter des lendemains qui sont forcément plus mauvais qu'aujourd'hui. Donc essayer d'avoir cette capacité de discernement. C'est pour ça que quand je dis soyons intelligents, soyons capables de discerner. À 12-13 ans, on peut déjà discerner. On peut discerner ce qui va nous entraîner dans le gouffre ou ce qui peut essayer de nous faire éviter le gouffre, à défaut de nous faire miroiter un Éden ou quelque chose de merveilleux. Avant d'atteindre le merveilleux, passons par cet état un petit peu transitoire qui est surtout éviter les crises. Donc soyons intelligents, votons, et pour trouver des gens pour qui voter, ben, faisons pression sur ces gens pour qu'ils nous offrent des opportunités autres que celles qu'on nous a prédestinées. Donc demandons à ce que les politiques soient à la hauteur de notre intelligence. Et si nous on change, les politiques changeront systématiquement. Donc voilà, il faut qu'ils votent et qu'ils votent intelligemment et qu'ils se battent pour qu'on puisse toujours voter.